Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Vous l'avez dit, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le ministre Abdou Karim Fofana. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous êtes précisément ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Le prétexte de cet entretien, le bilan de la mise en œuvre du plan PSE, donc est disponible de 2014 à 2020, pour être précis. Mais avant d'en venir au bilan, j'aime bien les questions pour provoquer. Le PSE, ça marche? C'est toujours d'actualité? Tout à fait, Par Abdoulaye, c'est toujours d'actualité. Nous avons une planification économique et sociale définie par le président de la République depuis 2014 et qui couvre la période 2014-2035. Et le PSE est divisé en séquences, ce qu'on appelle les PAP, le plan d'action prioritaire. Donc il y a le premier plan d'action prioritaire 2014-2020 et le second qui a été entamé avec cette phase de la pandémie qui a un peu impacté toutes les économies du monde et qui nous a conduit à revoir non pas le PSE mais le second PAP, le plan d'action prioritaire accéléré et ajusté pour répondre à toutes ces réalités, à toutes ces nécessités du moment que sont les questions de relance économique, parce que nous étions dans une dynamique de croissance de plus de 5% depuis 4-5 ans et tout d'un coup nous revenons à 1,72% malgré que l'économie mondiale soit dans une situation de récession et nous avons des impératifs, de nouveaux impératifs, c'est la souveraineté sanitaire, c'est la souveraineté médicale, c'est la souveraineté sur les questions pharmaceutiques, c'est aussi les questions de relance économique. Nous étions dans une perspective de croissance continue et là nous sommes dans une perspective de relance. Alors, 7 ans après, comme je vous disais, l'émergence est souvent brocardée quand on en parle dans ce pays. Je ne vais pas aller chercher loin. L'invité de la partie Wolof, Seyba Toussaint par exemple, nous dit qu'à 80 km de Dakar, dans sa commune, vers Sindia, il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas accès à l'électricité. Comment ça s'explique? Oui, mais vous savez, ça, souvent, c'est des cas particuliers qu'on veut ériger en généralité. Et c'est souvent dommage, parce que ce qu'il faut noter, c'est que le PSE avait fait une promesse. Quelle était cette promesse? C'était de faire en sorte que le Sénégal ait plus de croissance et mieux de croissance. N'oubliez pas, avant 2012, la croissance du Sénégal était tirée par les services des télécommunications et par les services financiers. C'est tout ce que vous voyez comme mobile money, money banking et l'explosion de la téléphonie et autres. Le constat que le président de la République avait fait à l'époque, c'est que nous devons pouvoir avoir une pleine exploitation, explorer le potentiel agricole du Sénégal, le potentiel touristique du Sénégal, le potentiel industriel, le potentiel minier. Et c'est ce que nous avons fait. Donc la première promesse, c'était une transformation structurelle de l'économie. Avoir une croissance qui couvre un spectre plus large de secteurs de notre économie. Et puis après, renforcer le capital humain, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est issu de cette croissance, qu'elle soit d'abord haute, qu'elle soit bonne, mais qu'elle profite aussi aux populations pour leur permettre d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'aller à l'école, d'avoir un enseignement supérieur de meilleure qualité, ce genre de choses, ce qu'on appelle le capital humain, l'inclusivité. Et puis la paix, la sécurité et les questions d'état de droit qui devaient être renforcées. Et je pense que le Sénégal a fait son chemin. Nous ne sommes pas encore émergents, nous sommes sur la voie de l'émergence. Nous sommes toujours un pays en développement, mais 7 ans après, nous avons fait les efforts qu'il fallait pour continuer cette trajectoire vis-à-vis de 2035. Alors, pour entrer dans le détail, déjà, dites-nous, ce document de 52 pages, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut retenir du document? Alors, d'abord, il faut savoir que le PSE, c'est un gros effort de planification et de priorisation. On a dit qu'il nous fallait impacter notre croissance, changer notre manière de créer de la richesse. Il nous faut, sur la base de ces créations de richesse, impacter le capital humain, aider les gens. Par exemple, vous voyez les filets sociaux qui n'ont jamais existé avant le président de la République, Macky Sall, c'est-à-dire tout ce qui est couverture de maladie universelle, tout ce qui est bourse de sécurité familiale, tout ce qui est carte d'égalité des chances. Il fallait pour certains Sénégalais qu'on leur permette de briser la chaîne intergénérationnelle de transmission de la pauvreté. Permettre à un Sénégalais qui est dans le fond fin du Sénégal, qui n'a jamais reçu de prestations sociales venant de l'État, pouvoir avoir un revenu minimal, pouvoir avoir des soins de santé. Le reproche qu'on fait à l'État, c'est que c'est souvent partisan. Pas du tout, pas du tout. Alors, vous savez, moi, j'ai vécu 2 expériences qui m'ont fait davantage respecter l'État du Sénégal. C'est cette histoire de bourse de sécurité familiale, mais c'est aussi la distribution des aides Covid qui ont eu lieu dans les régions. On a eu beaucoup de débats, mais il y a toujours eu
un préfet ou un sous-préfet, avec un chef de quartier, un maire, les forces vives dans une commune, imams, abbés et autres, qui se sont qui se sont retrouvés pour déterminer les personnes qui y ont droit. Et aujourd'hui, le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique à avoir un registre national unique sur l'indigence, qu'on puisse savoir aujourd'hui quelles sont les personnes qui sont éligibles à ce genre de prestations de l'État. Alors, on continue pour donc, le bilan de la mise en œuvre de ce PSE, ce qu'on retrouve dans le document. Alors, première chose, d'abord, le PSE, donc il y a un effort de planification, il y a des batailles clés. Il y a la bataille, par exemple, de l'agriculture. Faire en sorte que le Sénégal produise davantage. On ne le dit à personne, vous le savez de par vous-même. En 2012, on produisait 400 000 tonnes d'arachide. Aujourd'hui, on est à 1 800 000 tonnes. C'est le PSE qui est passé par là. On produisait 400 000 tonnes de riz. En 2020, on est à 1 600 000 tonnes. Mais on importe toujours. Oui, on importe toujours. Parce du que, Pakistan, de l'Inde, de la Chine. Parce que notre population a évolué, elle a augmenté. Mais aussi mais notre pouvoir d'achat. L'autosuffisance. Oui, mais l'autosuffisance. Depuis le régime socialiste, on en parle. Attention, l'autosuffisance ne signifie pas seulement manger le riz que vous produisez. C'est d'avoir les quantités qui peuvent échanger ce que vous importez. Donc, il y a d'une part la partie agricole, les exportations, par exemple sur les fruits et légumes. On a multiplié par X, je pourrais vous le dire, par 10, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a aussi d'autres secteurs, le redressement productif. Vous savez, souvent, nos amis de l'opposition nous disent, oui, notre économie, pour aller vite, pour être plus performante, doit s'industrialiser. Mais il y a les préalables à l'industrialisation. Dans les années 80, on a vu beaucoup de fermetures d'usines. C'est Bata, c'est Senelec, on se rappelle de toutes ces... Pourquoi Parce que notre industrie n'était pas compétitive. Pourquoi elle n'était pas compétitive? Parce que nous n'avions pas assez d'électricité. De l'électricité en quantité suffisante, mais aussi de l'électricité compétitive. Et ça, si vous ne l'avez pas, vous avez beau avoir une politique industrielle, vous revenez toujours à la case départ. Donc entre 2014, 2012 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal est passé de 500 MW de capacité de production à plus de 1200 MW de capacité de production. Et pourtant, comme je vous dis, même si vous me dites que ce sont des cas particuliers, certains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Non, mais attention, il y a la capacité de production et il y a l'accès à l'électrification rurale. Ça, c'est autre chose. Mais sur l'électrification rurale aussi, le Sénégal est passé en 2012 de 24% à aujourd'hui plus de 53-54%. Donc c'est un pont. Vous savez, le PSE n'a jamais dit qu'au Sénégal, dans 7 ans, il y aurait une plénitude, un plein emploi et que tout irait bien. On a dit que nous sommes dans un challenge, c'est celui du développement, et il passe nécessairement par l'émergence. Et l'émergence aussi passe par des étapes. D'abord, être capable de produire son électricité, avoir une électricité compétitive, pouvoir produire le riz qu'on consomme, pouvoir produire le mil qu'on consomme, ainsi de suite. Alors, je peux vous donner aussi tant d'autres exemples. Il y a la question minière. Aujourd'hui, le secteur des mines, c'est plus de 795 milliards de revenus, de recettes pour le Sénégal. L'autre chose, c'est les réformes aussi. C'est les réformes. Avant les réformes, l'habitat social. L'habitat social, avec le programme 100 000 logements. D'abord, un programme qui démarre bien avec mes collègues Ablaye Seydou Sow et la secrétaire d'État au logement, Victorine Dey. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément d'évolution. Aujourd'hui, on a une société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine qui va prendre en charge des pôles urbains pour préparer les terrains disponibles pour la construction de logements. Mais attention, l'État a mis aussi en place un dispositif de garantie pour les acquéreurs qui n'ont pas de revenus documentés. Mais l'État a mis aussi en place un dispositif pour préfinancer les vergers. Parce que vous vous rappelez, chaque année, on a des questions d'inondation. C'est parce qu'on laisse les promoteurs construire dans des zones où il n'y a pas d'aménagement qui permettent de rendre viables ces zones d'habitation. Alors, c'est vrai, 100 000 logements, c'est bien, mais beaucoup sont laissés en rade. C'est largement insuffisant, monsieur le ministre. Tout à fait. Vous savez, le plein emploi, ça n'existe pas beaucoup, mais le plein accès à la propriété, entre guillemets, si le terme existe, n'existe pas aussi. Il faut savoir se dire la vérité. Mais ce qu'il faut saluer, c'est l'ambition du président de la République de dire ce que je veux, c'est qu'il y ait davantage de Sénégalais qui puissent devenir propriétaires de leur logement. Et ça, c'est un programme. Donc, il suit son cours et ça coûte extrêmement cher à l'État. C'est une ambition, c'est un programme tellement complexe qu'il faut peut-être que tout le monde s'y mette du point de vue des techniciens, du point de vue des services des finances, du ministère des Finances, des banques et autres. Mais c'est la grande ambition et les moyens qui ont été mis en place par le président de la République pour faire en sorte que notre économie, que notre secteur du logement produise davantage de logements, mais aussi des logements accessibles
on ne peut pas avoir une majorité de Sénégalais qui gagnent moins de 300 000 francs et avoir des logements qui, pour l'acheter, il faut une mensualité de 500 000. Donc le travail de l'État, c'est sur l'offre et le financement. L'offre, c'est faire en sorte que les logements soient accessibles aux bourses des Sénégalais, s'adapter aux bourses des Sénégalais, et puis faire en sorte aussi que, selon la demande, que les gens puissent avoir aussi un financement adapté à leurs revenus. Alors, avant de venir aux réformes, vous avez parlé de PAP 2A. Oui. Vous avez beaucoup parlé de PAP 2A. C'est quoi le lien avec le PSE dont vous Non, mais je vous ai dit que le PSE, c'est des séquences. Chaque étape est une séquence. Tous les 4 ou 5 ans, il y a une séquence. Il y a eu le premier PAP, le PAP 1, qui a amené la question de l'électricité, la question des autoroutes, la question des ports, des aéroports, la question du TR, du BRT. Et puis il y a le PAP 2A qui revient maintenant sur la relance de l'économie pour nous permettre d'avoir davantage de production locale, de redynamiser notre industrie. Par exemple, le Sénégal a développé 13 hectares de zones économique spéciale entre 2014 et maintenant. Et la semaine prochaine, le président de la République va poser la première pierre de la deuxième plateforme industrielle de Diamniadio, en plus des autres zones économiques spéciales qui sont développées à Sandiara et dans d'autres zones. Le président ne va pas le faire dans le cadre d'une tournée à Diamniadio quand même. Non, mais vous savez, le président de la République a été réélu en 2019 sur la base d'un programme et sur la base de beaucoup de chantiers qui vont impacter l'emploi, qui vont impacter notre économie et certains secteurs. Donc il est normal qu'il se déplace. Et maintenant, s'il y a un accueil populaire... On va en parler dans le chapitre politique qu'on va ouvrir tout à l'heure. Alors on revient aux réformes, comme je disais, qui sont nécessaires. Oui. Mais pourquoi l'État tarde souvent à les faire ou alors les remet au calendrier grec, comme on dit, alors qu'il y a 27 projets, si je me fie à votre document, et 17 réformes. Tout à fait. Vous savez, le PSE, comme je vous l'ai dit, c'est un effort de planification, mais aussi c'est un effort de priorisation. Parmi les 200 ou 300 projets qui sont conduits par l'État du Sénégal chaque année, on en a choisi 27 projets et 17 réformes pour les porter de façon significative, de façon à impacter la marche de notre économie. Sur les réformes ne sont pas simples. Vous le voyez dans beaucoup de pays. Exactement. Souvent, ce sont les réformes qui posent. Mais au Sénégal, nous avons quand même entamé. C'est la partie la plus difficile. Je vous donne un exemple. Vous avez connu le PREAC avec l'APIX, le programme des réformes de l'environnement et pour l'attractivité et la compétitivité de l'environnement des affaires, le PREAC. Il a permis au Sénégal de gagner 50 places dans le Doing Business. Le Doing Business, c'est le référentiel pour les investisseurs internationaux. Et le Sénégal a été pris en compte dans le top 10 des réformateurs mondiaux dans tout ce qui est investissement étranger et investissement internationaux. Cela montre à quel point le Sénégal a fait des efforts. Au-delà de ça, il y a aussi la question de l'enseignement supérieur. On ne peut pas développer notre économie sans ne pas avoir un capital humain, des ressources humaines qui soient préparées pour assumer ces transformations socio-économiques. C'est la raison pour laquelle le président de la République a impulsé des réformes, par exemple sur la réforme des curricula. 89 curricula ont été réformés avec un alignement entre les besoins de l'économie et tout ce qui est besoin de l'économie et formation. Vous voyez, on a davantage aujourd'hui de centres de formation professionnelle. Vous l'avez vu, l'ISEP de Thiès. N'oubliez pas qu'avant l'ISEP de Thiès et les 5 ISEP qui ont été lancés par le président de la République depuis 2012, il n'y avait que l'IUT, l'ESP de Dakar et peut-être l'ESP de Thiès. Aujourd'hui, Matam va avoir son ISEP, Thiès a son ISEP, Saint-Louis va avoir son ISEP, Mbacké va avoir son ISEP, ainsi de suite. L'ambition, c'est de faire en sorte que dans chaque région, qu'il y ait un institut supérieur d'enseignement professionnalisé pour permettre à notre offre de formation qu'il change, qu'on n'ait pas seulement des littéraires comme vous et moi, qu'il y ait davantage d'ingénieurs, des techniciens supérieurs, des licences professionnelles qui puissent, après 2 ans, 3 ans de formation, aller dans le monde du travail, avoir un emploi et pouvoir créer des entreprises ou ce genre de choses. À côté des réformes, nous avons la modernisation de l'État. Qu'est-ce que le PSE
Alors, la modernisation de l'administration, c'est d'abord beaucoup de modifications. Il y a la loi 90-07 pour le secteur parapublic. Les méthodes de gestion, il y a une nouvelle doctrine, une nouvelle philosophie d'action de l'État. L'État doit être stratège, l'État ne doit pas être seulement une entité qui agit selon ses moyens. L'État doit rechercher l'efficacité, l'État doit être un support pour les investisseurs, pour l'économie, être en back-office. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, en Conseil des ministres, nous avons évoqué la question de la réforme de la loi 90-07. Je voulais vous apporter aussi une précision. Un exemple pour vous montrer la pertinence de ces réformes. En 2012, les sociétés nationales n'ont versé que 4 milliards de dividendes à l'État du Sénégal. En 2020, les sociétés nationales ont versé 50 milliards de dividendes. Donc pour vous montrer à quel point ces réformes du PSE ont permis de changer un peu d'approche dans certains services publics et aussi dans certains secteurs de notre économie. Le chapitre politique, le temps qui nous est imparti commence. Alors, la modification du code pénal, hein. On a suivi tout à l'heure dans le journal que la loi a été attaquée devant le Conseil constitutionnel par les députés de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement déficit, en tout cas de communication au moins, ou de concertation, avant de passer à la modification de cette loi qui a amené beaucoup de polémiques? Non, je pense qu'il nous faut éviter de théâtraliser notre démocratie. Dans une démocratie, tout est organisé. La discussion des lois se fait au niveau de l'Assemblée nationale, en commission technique et en session plénière. Mais elle ne se fait pas au niveau de la rue ou au niveau des grands places. Je suis désolé. Il y a un besoin sécuritaire, une nécessité de renforcer l'arsenal juridique sur les questions de terrorisme, sur les questions de piraterie maritime, sur la question de certains délits ou de crimes comme l'association de malfaiteurs. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le Sénégal, en 2021, on est dans une zone géographique où certains pays sont divisés en deux zones par des faits de terrorisme et que l'État du Sénégal ne réagisse pas. C'est-à-dire, ce n'est pas un agenda politique, c'est un agenda sécuritaire, c'est un agenda de défense. Et aujourd'hui, nous devons avoir cette hauteur de compréhension de la démarche de l'État. Mais il ne faut pas qu'on résume tous les actes de l'État à ce qui est de la politique. Je suis désolé, en entrant dans le plateau, tout de suite, vous m'avez dit, oui, mais les tournées politiques ou économiques. Non, mais il y a chaque chose en son temps. Il est tout à fait normal que le président de la République puisse faire la tournée dans des zones où généralement on ne se rend pas beaucoup. Mais imaginez-vous que le président de la République en temps d'année ne se rende pas à Matam, ne se rende pas à Kédougou. Ce sont des Sénégalais comme nous. Ils ont droit aux mêmes prestations, ils ont droit à la même considération. Bon, mais certains l'assimilent déjà à une campagne déguisée en perspective des locales. Mais ils sont libres. Le président n'est pas candidat à une élection locale. Aujourd'hui, oui, mais le président dirige une coalition. Oui, mais ce qu'il faut, ce n'est pas de cette manière que les questions d'élection locale se règlent. Je suis désolé, mais il était temps quand même pour le Sénégal, après 61 ans, de donner un hôpital régional à Matam. Il était temps pour le Sénégal d'inaugurer, par exemple, ou de lancer un aéroport régional pour Ourossogui. Ce sont des zones qui abritent beaucoup d'émigrés, qui ont un potentiel économique, avec des mines et autres. Notre pays marche. Notre pays avance. Maintenant, il y a des nécessités de notre époque qu'il faut prendre en compte. La démocratie, elle doit être de plus en plus locale. Le président a le devoir, et il l'assume bien, d'aller à la rencontre des populations, de leur apporter la bonne nouvelle, de les connecter au réseau d'électricité, l'accès à l'eau et à toutes ces infrastructures. Alors, vous avez embrayé avec les tournées du président de la République, mais moi je reviens à la modification de la loi. Est-ce que l'opposition n'a pas raison d'avoir des craintes? Comme je disais, au moins si vous aviez organisé, vous, le pouvoir, une concertation avant de passer à la modification, cela aurait pu peut-être rassurer. Vous savez, les concertations, nous avons l'habitude. Le Sénégal est une démocratie avec une forte culture de dialogue. Quand il s'agit de questions électorales, en général, il y a le dialogue politique qui permet de régler ça autour du ministre de l'Intérieur. Depuis les années 90, on fait un code électoral qui est issu d'un consensus et d'une discussion. Mais sur les questions pénales, je suis désolé de le dire, il y a des nécessités. Le Sénégal, depuis janvier, est en retard sur l'intégration de certaines dispositions de conventions internationales liées au terrorisme. Aujourd'hui, je pense que nous devons en rougir, peut-être, que le Sénégal ne puisse pas avoir un arsenal qui punisse, un arsenal juridique qui prenne en charge les questions liées au financement du terrorisme. À la piraterie maritime. Et on ne regarde que ce point-là. Mais il y a les questions liées à la piraterie. C'est le point qui suscite des interrogations et des inquiétudes. Moi, je vais vous dire une chose. Comment on définit le terrorisme? Comment on définit le terrorisme dans le code pénal? Ce sont les actions
Ce sont les personnes qui, par la terreur, la peur ou la violence, essaient de déstabiliser un État. Est-ce que, dans l'histoire du Sénégal, vous avez déjà vu des jeunes à l'université jeter des pierres et qui sont convoqués pour terrorisme? Mais il faut savoir raison garder et être de bonne foi. Donc c'est ça la question. La preuve, la loi a été votée, je pense, vendredi, mais mercredi ou je ne sais pas quel jour, il y a eu des exactions au niveau de l'université de Dakar. Il y a eu des jets de pierre. Est-ce que vous avez entendu une seule personne? Alors que cette loi et cette définition du terrorisme existe depuis 2007 dans notre corpus juridique, modifié en 2016. Et la définition du terrorisme dans cette loi n'a pas été modifiée. On a juste touché à des questions liées au financement du terrorisme et ce genre de choses. Donc il faut qu'on soit de bonne foi et qu'on sache que le plus important, c'est de garder notre intégrité territoriale. Le plus important, c'est de sécuriser nos populations parce que nous sommes dans une sous-région quand même qui est en proie à de fortes secousses dues au terrorisme. L'université se trouve dans votre localité? Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer si vous êtes maire de votre commune? Parce que je suppose que vous serez candidat. Vous savez, moi, je suis un militant discipliné. Je fais partie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et le dirigeant, le président de cette coalition, le président de la République, a indiqué qu'il choisirait sur la base des informations et sur la base mais est-ce que ce ne sont pas des pratiques d'une autre époque aussi, monsieur le ministre? Non, je suis désolé. Nous sommes dans une coalition et le traitement et le choix des candidatures souvent portent préjudice aussi aux coalitions. Je vous donne un exemple. Souvent, il faut choisir le meilleur candidat ou la personne la plus apte à faire gagner la coalition. Et souvent, peut-être, certaines personnes ne le voient pas de cette façon-là. C'est la manière la plus objective. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'en remet à la sagesse de l'autorité. Je vous trouve bien prudent, peut-être. Non, c'est pas par prudence. C'est peut-être parce qu'on vous prête aussi des ambitions pour Dakar. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été candidat en 2014 dans la commune de Fann Point Amitié. Et peut-être que c'est par division, c'est par le fait de n'avoir pas été dans une seule liste. Tous les candidats de Benno Bokk Yakaar n'ont pas été dans une seule liste qu'on a perdu. Parce que si on additionne nos voix, on avait des voix supérieures à celles de nos adversaires, celles de nos concurrents. Donc, c'est une sagesse que d'attendre que la coalition se prononce là-dessus. En ce qui concerne les ambitions, vous savez, moi je suis un militant discipliné, comme je vous l'ai dit. Je suis dans une coalition avec d'autres personnes, des personnalités. Je pense qu'on choisira la personne qui sera la plus apte à faire gagner la coalition. Alors, comme je disais, on vous prête également des ambitions pour Dakar. Même si vous ne vous prononcez pas pour votre localité, les gens déjà vous prêtent des ambitions pour Dakar. Oui, mais bon, vous savez, le commentaire, il est toujours libre. C'est comme sur la loi, sur le code pénal. Beaucoup l'associent à des faits de terrorisme. Ambition légitime, assumée, non assumée. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, à mon âge, j'ai encore le temps. Je suis un homme politique qui s'assume, mais qui a la chance d'avoir été choisi par le président de la République parmi tant d'autres jeunes dans une formation politique. Comme je le dis, peut-être que je ne suis pas le plus légitime, je ne suis pas le plus diplômé, je ne suis pas peut-être le plus ancien, mais par le fait du président de la République qui m'a choisi, je suis à une position qui me permet de concourir à des élections. Donc c'est la raison pour laquelle je dois quand même respecter ce cadre dans lequel j'ai été choisi et pour lequel je pense qu'il y a lieu de trouver toujours le meilleur candidat, que ce soit pour ma commune, que ce soit pour la ville de Dakar. Et cela, c'est la responsabilité du président et de nos alliés. Alors, ce que je voulais demander en vous, justement, posant la question sur votre éventuelle candidature, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser l'espace universitaire qui se trouve, comme vous dites, dans votre localité? Est-ce qu'il ne faut pas penser délocaliser une partie, en tout cas, de l'université de Dakar? Tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas d'abord une question de délocalisation, c'est d'abord une question de dialogue, c'est une question de culture. Il faudrait que la culture universitaire soit améliorée, que les gens sachent que l'université, c'est pour l'acquisition du savoir d'abord. Une vie sociale peut être permise, mais d'abord c'est pour l'acquisition de connaissances. Et je pense que dans cette perspective aussi, il est bien de rappeler que le président de la République a l'ambition, c'est déjà démarré, de donner une deuxième université à Dakar. Puisque vous savez, comme vous le savez, 100 000, 200 000 étudiants dans une zone aussi petite. Nous sommes 22 000 habitants dans la commune de Fann Point Amitié qui abrite l'université. Rien que l'université, c'est 4 fois, 5 fois, peut-être même 8 fois la population
de la commune, donc ça prête à réfléchir. Mais comme je vous le dis, c'est d'abord une question culturelle. Il faudrait que dans l'université, qu'on sache que l'université, c'est d'abord un lieu de quête du savoir, c'est un lieu de vie sociale où la paix doit régner, la cohésion sociale doit régner. Dernière question, parce qu'on me fait savoir qu'on est au bout de cet entretien. L'emploi jeune. Alors, vous pensez que c'est l'approche financière qui va régler le problème avec le président Macky Sall qui dit 450 milliards, 150 sur 3 ans, alors qu'il y a l'aspect socio-économique à prendre en compte, à mon avis. Mais tout à fait, c'est une approche aussi socio-économique. Il y a la part de l'État et la part des entreprises. Nous sommes dans une période de crise économique mondiale, donc il est normal que l'État subventionne, que l'État mette la main à la pâte pour pouvoir aider les jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer. Donc il y a aussi d'autres choses qui sont contenues dans ce programme, c'est l'aide aux entreprises, l'appui aux entreprises pour qu'ils leur permettent de prendre en charge des jeunes dans leur formation, mais aussi la relance économique qui doit générer beaucoup d'emplois et permettre à des jeunes de s'insérer dans le tissu social. Votre départ du ministère de l'Urbanisme a suscité moult commentaires. Un départ digéré maintenant? Non, je l'ai toujours digéré. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, un homme politique doit se mettre dans l'état d'esprit d'un serviteur de l'État. Comme je le dis tous les jours, on change des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, et il n'y a pas de commentaire. Moi, je ne suis pas un élu, je suis une personne qui a été choisie par le président de la République qui est élu. Donc que je sois au ministère de l'Urbanisme ou au cabinet du président de la République en tant que ministre auprès du président de la République en charge du suivi du PSE, le plus important, c'est de prendre conscience de cet honneur qui nous est fait, de cette chance qui nous est donnée, de servir l'État et les Sénégalais à ce niveau. Voilà. Donc pas de commentaires, digestion ou pas, voilà. Il n'y a pas de pilule à avaler ou quoi que ce soit. Nous sommes des serviteurs, nous nous mettons là où l'autorité qui est élue à cet effet, le président de la République, nous met pour travailler pour le Sénégal et lui permettre d'avoir les résultats qu'il faut. Abdou Karim Fofana, merci. Merci, Papa Blader. Alors, c'était tout pour ce soir. Rendez-vous est prêt. Rendez-vous est pris très prochainement sur cette antenne. En attendant, restez donc